Voilà, on vous présente des résultats sur la thématique de l'agroforesterie fruitière et d'un projet qu'on a initié depuis 2024 et qu'on a déjà un peu présenté auprès du RMT Agroforesterie à la journée croisée les regards. Donc les personnes nous, donc moi je suis Martin Trouillard et voici Stéphane le Ganic qui est en thèse de doctorat chez nous. Et donc nous on travaille pour le FIBEL France qui est l'Institut de recherche en agriculture biologique, dont la maison mère est basée en Suisse et dont il existe donc une émanation française dans la Drôme, dans le sud-est de la voilà, Stéphane qui va parler un peu du sujet dans son ensemble. Bonjour à tous, du coup, donc je vais rapidement redéfinir ce que c'est que l'agroforesterie, mais vous êtes tous au courant que c'est une pratique agricole du coup qui consiste à associer des arbres avec des cultures ou des animaux sur la même parcelle. Et ce qui est un peu spécifique en agroforesterie fruitière, c'est que la culture en question, c'est déjà un arbre et que la culture, c'est un verger. Et donc, l'agroforesterie, ça constitue un levier de diversification végétale dans les vergers. Donc, ça prend cette source d'inspiration du milieu tropical dans lequel il y a plus de... C'est une pratique qui est plus courante, avec notamment l'exemple de la syntropie. Et on a quelques exemples aussi en milieu tempéré, avec le modèle de la haie fruitière des Vignes-le-Terme. Et donc, dans les deux cas, que ce soit en milieu tempéré ou en milieu tropical, l'agroforesterie fruitière, ça repose sur l'utilisation de plantes de service, sur une importante diversification d'espèces et sur l'utilisation des successions écologiques naturelles. Et pour que ces systèmes-là puissent fonctionner et être productifs, il y a quand même des hypothèses sous-jacentes qui sont fortes, qui vont être que les différentes espèces qu'on va implanter au sein du verger vont pouvoir exploiter des ressources différentes en exploitant des niches écologiques différentes. Et ça va également reposer sur des perturbations fréquentes du système. Donc ça va passer par de la taille des plantes de service en question et la restitution de la biomasse au sol. Et donc, de faire ce genre de système-là, ça va permettre de créer un microclimat qui sera favorable et la perturbation du système, ça va permettre de réduire la compétition pour la lumière et la restitution de biomasse de supporter la croissance des plantes d'intérêt. Donc ça, c'est les grandes hypothèses principales. Et ensuite... Moi, le diaporama, il défile pas et là en petit, on n'a que la couverture là. Ah d'accord. On savait pas si... Je savais pas si c'était juste un propos préliminaire. Ouais, alors du coup, il y avait bel et bien une diapo. Donc on va réessayer. Est-ce que ça marche mieux là? Est-ce que vous avez une autre diapo que celle du titre? Oui, là c'est bon. On voit qu'est-ce qu'un verger agroforestier. D'accord. Okay. Mais vous êtes pas en mode présentation, là. Vous pouvez cliquer sur le livre ouvert qui est en bas à droite. Le livre ouvert, donc nous on n'a pas de livre ouvert. Qui est en bas à droite, ouais. Ah, c'est mieux? Côté du 70%, tout ça. Enfin... J'ai l'impression qu'on ne voit pas la même chose que vous. Ouais. C'est pas l'affichage plein écran en haut là? J'ai l'impression qu'on ne voit pas la même chose que vous. Ouais, non, il y a toujours une différence un peu pénible. Vous avez deux écrans peut-être, non? Non, pourtant non, mais c'est un nouvel ordi et du coup j'ai exactement des trucs qui ne sont pas paramétrés et c'est pas souvent un Google Meet. Je ne sais pas comment faire ça mieux. Là ça ne change rien quand je fais ça. On voit ta souris, mais le diapo est petit. Là, c'est toujours pareil. Est-ce que vous voyez des choses qui changent là quand je bouge ou pas? Non. Non. Ok, c'est un peu la merde. Alors. Là, c'est bon. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon?
Ouais, là, c'est en plein écran. Et ça, est-ce que ça défile? Ok, Ouais. c'est merveilleux. Donc là, c'était la première diapo que vous n'avez pas vue, où du coup, c'était de vous montrer des exemples d'agriculture centropique et de verger. Et donc, ce que je disais, c'est que le fait de faire un système agroforestier, ça permet de diversifier au niveau végétal. On n'entend plus rien, c'est normal? Ouais, je pense, à mon avis, c'est le micro qui va être ouvert. Ok, d'accord. Et donc, si on compare un système agroforestier multistratifié à un verger en monoculture qui se fait classiquement, on s'attend à ce qu'il y ait des effets de la diversification. Donc, je vais en donner quelques exemples. Donc, ça va être au niveau des systèmes racinaires en foresterie, on s'attend à avoir des systèmes racinaires qui seront plus denses et plus profonds, ce qui peut permettre d'explorer un volume de sol qui sera plus important et qui peut aussi générer de la production. Au niveau de la porosité du sol, on peut s'attendre à ce qu'elle soit augmentée en forestier, ce qui peut être associé à une diminution du risque d'érosion, à une amélioration de l'infiltration de l'eau dans les sols. Au niveau du climat, on va, en ajoutant des strates au sein d'un verger, on va améliorer le microclimat et on peut s'attendre à avoir des systèmes qui seront plus robustes face à des extrêmes climatiques. Ça va également créer de l'hétérogénéité au niveau aérien et souterrain. Et donc ça peut permettre d'augmenter la biodiversité auxiliaire, ça peut permettre d'augmenter l'activité biologique du sol. Et par contre, on risque d'avoir une charge de travail qui sera augmentée et un besoin d'acquérir des connaissances supplémentaires pour gérer ce type de système-là. Et bien sûr, il y a plein d'autres effets qu'on pourrait attendre de la diversification végétale par de l'agroforesterie dans les vergers. Et après, je crois que c'est toi, Elias, ça marche plus. Ouais. Si, c'est bon. C'est bon, vous êtes encore là? Ouais, c'est bon, ça défile. Non, parce que comme on n'entendait plus rien, Ouais. il y a eu des petits bugs techniques, on n'était plus sûr. Alors, oui, donc parmi les choses qui nous inspirent pour essayer de définir qu'est-ce que ça peut être de l'agroforesterie et fruitière, en fait, parce que c'est un champ assez peu exploré, en particulier en conditions tempérées et météorologiques. Donc, une de nos sources d'inspiration, c'est, comme le disait Steren, toute la notion d'agriculture syntropique. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est difficile de vous résumer ça en quelques phrases, parce que c'est tout un ensemble à la fois de pratiques et de manières de penser, qui consiste, pour le dire quand même, essayer de le dire globalement, qui consiste à essayer de faire le plus de photosynthèse possible dans le système de culture, et comme disait Steren, de restituer la matière organique qui est produite, d'en restituer une grande partie au sol. Donc j'ai contribué très modestement à la rédaction d'un article de synthèse sur ce sujet-là, donc je vous invite à aller le consulter si vous le voulez. Et si vous le trouvez bien, c'est que très peu de grâce à moi. Mais il y a une asso qui est hyper intéressante qui s'appelle Destination Saint-Tropez, dont je vous recommande tous les webinaires et toute la documentation. Et je sais que j'ai vu que Lucas était connecté. Donc c'est une asso nationale en France. Comme Steren le disait, donc on s'inspire des travaux d'un Devin Le Terme, que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, qui a déjà donné une session de webinaire dans le cadre du RMT Agroforesterie, et qui donc, en effet, plutôt sur la base d'approche patrimoniale, elle a constaté que les arbres fruitiers dont elle allait collecter les variétés étaient généralement jamais cultivés seuls. Et donc, sur cette base-là, elle a proposé une approche de haies dans laquelle s'intègrent des arbres fruitiers. Et qui finalement se rapproche pas mal de l'approche syntropique dans les pratiques qui sont proposées. Je vous fais un petit panorama des endroits où on tente de l'agroforesterie fruitière. Hein. Et un de ces exemples, c'est le Biodiverger, qui est en Suisse, près de Lausanne, et qui est suivi par nos collègues du FIBEL suisse à Lausanne.
et qui, pour une partie, est un verger maraîcher, mais il y a aussi des endroits où il y a du verger culturel à la manière de Stéphane Sobkowiak, qui est un producteur québécois, qui a tenté de remplacer certains des pommiers de son verger par des arbres fixateurs d'azote, et qui a aussi voulu diversifier sur le rang. Donc il y a une fiche qui a été produite sur le biodiverger là, au bout de 10 ans de suivi. Parmi les autres aussi exemples intéressants d'agroforesterie, il y a tout ce qui se fait à l'INRA à Gautron, avec notamment le verger circulaire, qui n'est pas vraiment agroforestier à proprement parler, mais qui s'en rapproche quand même pas mal. Et avec une nouvelle parcelle en cours de création à Gautron, qui, elle, est plus clairement agroforestière, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, le verger circulaire reste très intéressant. Donc pareil, si jamais vous ne connaissez pas, eh ben, je vous invite à aller visiter la visite virtuelle en particulier. Et donc, un des rares systèmes agroforestiers un peu anciens qu'on a dans le coin, ils sont tempérés, c'est le verger de pommiers sous-noyer, qui est dans le domaine de Festin-Clière, et que Pierre-Éric Laurie a créé, avec des pommiers qui ont environ 10 ans et des noyers qui ont une trentaine d'années. Et j'ai cité aussi le verger de la plateforme TAB, pas loin de chez nous, qui est une plateforme de la Chambre d'agriculture de la Drôme, dans lequel on a des abricotiers qui sont intercalés avec pas mal d'autres choses, dont des châtaigniers qui jouent le rôle d'arbres de Auger. Voilà, tout ça pour vous dire que on n'est pas tout seul à travailler sur ça, c'est une thématique qui est quand même pas mal brassée, mais qu'en fait, au final, il existe pas mal de définitions de qu'est-ce qu'on entend exactement par de l'agroforesterie dans la culture fruitière. Et à mon sens, c'est pas encore très, très stable tout ça, et c'est intéressant pour ça. Alors ça, c'est le verger de Festin-Clière. Donc nous sur cette base-là, on a créé un projet de recherche suite à aussi un projet d'émergence financé par l'OFB. On a créé ce projet de recherche qui s'appelle Pardesim, donc c'est un acronyme. Donc avec un partenariat qui implique pas mal d'unités, dont en particulier l'unité agroécologie à Dijon, qui co-encadre la thèse de Steren, et avec des experts aussi qu'on va faire avec l'unité Éco et Sol à Montpellier, on vous en parlera après. Et puis voilà, donc différents partenaires. C'est un projet qui est financé par un fonds privé qui s'appelle Demoro et par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et nous, ça nous a aussi servi de point d'ancrage pour vraiment commencer à travailler sur cette thématique-là en plein. Et à partir de ça, on a aussi débloqué, on est allé chercher d'autres financements, d'autres opportunités, dont en particulier un dispositif qui s'appelle AgroServe, qui permet de mettre des infrastructures de recherche européennes au service de projets agroécologiques. Donc dans ce cadre-là, je vais vous en reparler aussi un peu, mais on collabore avec deux instituts européens. Et on est aussi monté à bord d'un projet PRIMA, donc c'est des financements de l'Europe pour des projets de recherche sur la zone méditerranéenne. Et il y a ce projet qui s'appelle AgroForestim, qui est piloté par l'Université de Barcelone et qui devrait nous servir à prolonger les travaux de ce projet Pardesim. Ce qu'il y a dans le projet, donc il est structuré en plusieurs actions. Une première action est axée sur la conception des systèmes agroforestiers fruitiers. Vous pouvez nous arrêter s'il y a des questions, il n'y a pas de souci, on peut garder des questions pour la fin, mais s'il y a des questions de compréhension, vous pouvez aussi nous couper. Donc dans cette action, on a encadré un stagiaire avec le GRAB. En fait, on s'est beaucoup appuyé sur ce qu'a fait le GRAB dans le projet MOCA, qui était fortement en lien aussi avec les travaux de l'INRA de Gautron notamment, et de tout un réseau qui essaye de théoriser et de concevoir les processus de conception, et de mettre en pratique aussi les processus de conception. Et donc on s'est appuyé sur tout ce travail-là, qui est très fourni, en essayant de le rendre vraiment praticable et de tester en conditions de terrain et appliquer au système fruitier des outils d'aide à la conception en agroforesterie. Donc c'est en ça que consistait le projet MOCA, c'était mettre à disposition et améliorer des outils de conception en agroforesterie. Et nous, on a voulu décliner ça dans l'agroforesterie fruitière. Et pour ce faire, on a organisé des ateliers de co-conception avec des producteurs, des techniciens, des chercheurs. Et c'était aussi une manière de poser la question, qu'est-ce que c'est l'agroforesterie en verger en fait. Ces ateliers ont eu lieu l'hiver dernier dans le cadre du stage de Maxime Soré, un étudiant de l'Institut Agro Dijon, et co-encadré par le GRAB. Donc il s'agissait de Laetitia Fourlier. Et donc c'est Laetitia qui est beaucoup plus experte que ça, mais je présente quand même les résultats. Les résultats de tout ça, c'est de reprendre et d'essayer de simplifier, épurer et s'approprier
la démarche de conception qui avait été formalisée, qui se décrit en plusieurs phases. Donc là, il y a une première phase où on crée vraiment les idées, et ensuite une phase vraiment importante qui consiste avec le producteur, essayer de définir de manière la plus claire possible quels sont ses objectifs et quelles sont ses contraintes. Et donc ça, il faut essayer vraiment de le clarifier du mieux possible. Une fois que ça c'est fait, on peut se diriger vers l'organisation d'un atelier qu'on a envisagé de faire sur une demi-journée, mais en fait c'était assez frustrant et on s'est rendu compte qu'il fallait bien une journée pour faire ça. Entre une visite de terrain, une explication de ce que le porteur de projet attend, puis tout ce que je vais vous montrer, ça prend vraiment du temps. Et à partir de ce qui est sorti de cet atelier, on construit des prototypes dans l'atelier. Et ces prototypes, ensuite, on va les faire réévaluer, potentiellement évoluer par le porteur de projet. Et une fois que tout ça est fait, on est bon pour planter des arbres. Mais tout ce processus peut potentiellement prendre un peu de temps, du temps pendant lequel le porteur de projet potentiellement va aussi faire mûrir son projet. Ça, c'est la phase d'émergence des idées. Et vous voyez que sur le tableau, en haut à droite, il y a des phrases qui décrivent le cadre d'objectifs et de contraintes du porteur de projet. Et donc, tout le travail préparatoire de l'atelier, c'est de lui faire d'aboutir à des phrases qui décrivent le plus clairement possible ce qu'il attend ou ce qu'elle attend du processus de conception qui va être confié à d'autres personnes. Et à partir de ça, donc on ouvre et on demande à tout le monde de sortir toutes les idées qu'ils ont. Et donc, tout le monde écrit des choses. Et ensuite, il y a un retour de la part du porteur de projet qui va dire ouais, non, ça, en fait, ça ne me convient pas du tout. Ou ça, c'est une super idée, j'avais pas pensé à ça. Et on réfléchit tous ensemble à qu'est-ce que ça raconte, ce qui a été proposé. À partir de ça, souvent, on fait une petite pause. Et après, on essaie d'implémenter dans la matière avec ce système de Playmaïs qui est bien connu des personnes qui ont fréquenté l'INRA de Gautran. Où on essaye de matérialiser dans l'espace à quoi pourrait ressembler le verger qui est envisagé. Donc là, on était sur du verger agroforestier, donc avec des différentes longueurs de pics, on peut avoir différentes hauteurs d'arbres, etc. Donc il y a plein de subtilités. C'est un outil qui est très puissant et qui possède quelques limites aussi. Parmi les limites qu'on a constatées, c'était entre autres qu'on ne peut pas faire une matérialisation spatiale réaliste, c'est-à-dire qu'un arbre sur le plan, en fait, il prend la place d'une zone d'arbre. Donc on peut matérialiser un module, on peut matérialiser une zone, mais pas vraiment arbre par arbre, ça serait beaucoup trop long et en fait, ça ne fonctionne pas. Donc on a un grain dans la conception qui n'est pas exactement le même que celui qu'il y a sur le terrain. Et une autre limitation qui est inhérente au processus de conception en général, mais c'est qu'on n'a pas accès à l'évolution temporelle de notre conception. Et donc, on matérialise le verger tel qu'il sera peut-être au bout de 5 ou 10 ans ou 15 ans après la plantation. Mais du coup, on n'a pas les étapes de jeunesse ni celles de vieillesse de ce système. Voilà. Mais ça reste quand même très, très intéressant de faire tout ça. Là, vous avez un exemple d'une haie composite matérialisée avec ça. Et après, une fois que tout ça est fait, qu'on est arrivé plus ou moins à quelque chose de consensuel et que toutes les idées ont été un peu intégrées, on aboutit à une sorte de prototype. Et ce prototype, on a une phase d'évaluation où on essaye de l'évaluer. Il y a différentes manières de le faire. La méthode la plus simple et la plus directe et la plus praticable en atelier, c'est d'avoir une petite feuille sur laquelle on a reposé les différentes questions, les différents objectifs que le porteur de projet avait. Et on essaie d'évaluer est-ce qu'on les a atteints, est-ce qu'on a un peu, beaucoup ou pas du tout. Et donc là, chaque personne va voter en quelque sorte avec ses petits jetons de poker pour dire je trouve que tel type d'objectif n'a pas du tout été atteint et on argumente. Voilà. Donc ça c'est un support pour faire un débrief sur est-ce que le prototype répond vraiment aux attentes de ce qu'on voulait faire. Et donc dans les trois ateliers différents, on a abouti à des situations très différentes et à des définitions de qu'est-ce qu'on veut faire comme agroforesterie fruitière qui étaient très différentes. Donc c'était vraiment intéressant. Et c'est un premier jet qui reste ensuite à affiner, à faire émerger des idées, et c'est pas tout à fait fini pour autant. L'idée de tout ça, c'est de s'acheminer autant possible vers une méthodologie qui soit transférable, reproductible, et qui puisse s'approprier pour des conseillers agroforestiers, pour toutes sortes de publics. Voilà. Et donc, il reste quand même un peu de travail à faire sur cette transférabilité du processus. Et donc, on va encore continuer à travailler sur ça. Et je vais vous en parler plus tard, mais on va faire la semaine prochaine une table ronde sur la question de la conception,
on va un peu confronter ce type aussi d'approche avec celle de personnes qui travaillent dans le domaine de la permaculture et qui ont d'autres optiques sur la conception. Et donc l'idée va être de voir aussi quelles sont les différentes approches qui existent et comment elles se rejoignent ou au contraire elles s'éloignent. Une autre action du projet, qui est une action vraiment importante, c'est d'implanter des vergers agroforestiers qu'on souhaite pouvoir suivre sur le temps long. Donc il y a un premier verger agroforestier qui a été implanté cette année au mois de mars à Cré, tout près de là où on a nos locaux, donc dans un Drôme. Et donc c'est un verger agroforestier qui s'inspire pas mal d'une expérience du FIBEL suisse qui a été menée en Bolivie sur un système de cacao agroforestier, où ils ont fait comme ça une comparaison de systèmes. C'est une expérience qui s'appelle Syscom, une expérience long terme aussi, où du coup on a quelque chose d'un peu intermédiaire entre de l'expérimentation de quelque chose d'analytique et l'expérimentation système. On essaie de faire de l'expé système, mais en gardant quand même des points de comparaison. Donc là, on a 3 types de vergers. Un verger qui est uniquement avec des arbres fruitiers, un verger avec des arbres fruitiers qui sont accompagnés par des buissons, et un autre zone de verger avec quelque chose qui se rapproche un peu plus de la syntropie, où on a des arbres de Auger, on va avoir d'autres types de plantes d'accompagnement. Donc, on veut aussi explorer la robustesse de ce type de système par rapport à des limitations hydriques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fera au bout de quelques années de pousse, pas en première ni en deuxième année. Et on va dupliquer, en tout cas, on va recréer un verger de ce type-là sur une autre ferme dans le cadre du projet. J'ai mentionné aussi le verger de l'Inrad-Gautron, mais je vous en ai déjà parlé. Il y a un verger qui est planté, qui est en cours de plantation, on va dire, de création sur le site de Gautron. Et on essaie de mettre tous ces vergers-là en réseau, en particulier dans le cadre du projet Agroforestine, dont l'Inrad-Gautron est partenaire aussi. Ça, c'est la plantation du verger dont je vous ai parlé sur la commune de Cré. Et on est en train de faire les prélèvements, des analyses et de définir tous les indicateurs qu'on va suivre sur le long terme. Donc voilà, ça c'est un peu une manière de dire, on est en train de créer des choses qui vont nous servir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et c'est important de les créer maintenant, même si à court terme, on ne va peut-être pas pouvoir avoir grand-chose. Mais donc, on a essayé de mettre dans la balance aussi d'autres choses dans le cadre du projet. On a aussi essayé de faire des actions de plus court terme et des choses sur lesquelles on arrivait à avoir des résultats assez rapidement. Donc, c'est un peu la partie que je vais vous présenter maintenant. Donc, sur le projet par décime, on a quand même un axe sur le fonctionnement du sol qui est assez important. Et donc, on a voulu étudier à plutôt court terme, comme disait Martin, le fonctionnement des sols. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut s'intéresser au sol? C'est en partie parce que c'est une ressource qui n'est pas renouvelable à échelle humaine et qui est fragile. On a à peu près 60 à 70% des sols en Union européenne qui sont dégradés. Et ça, c'est en partie lié à l'agriculture intensive qui a été déployée post-Seconde Guerre mondiale. Et du coup, aujourd'hui, c'est important de réfléchir à des pratiques agricoles qui permettent de maintenir des sols qui sont en bonne santé. Et donc, des sols en bonne santé, c'est des sols qui sont capables de soutenir la production alimentaire, mais aussi de maintenir des services écosystémiques. Et on a tout un tas de services écosystémiques qui sont délivrés par les sols, que ce soit donc, la production d'aliments, mais aussi de régulation, que ce soit du climat, de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, etc. Ou des services de support, les supports des activités humaines, le contrôle de l'érosion, etc. Et donc, comment est-ce qu'on peut étudier le sol? On est obligé de passer par des indicateurs. Donc, on a plusieurs types d'indicateurs qui nous permettent d'évaluer cette santé des sols. Donc, on va avoir un indicateur chaque indicateur va être associé à une fonction. Et on va avoir des indicateurs qui peuvent être physiques, donc par exemple associés à une fonction de limitation de l'érosion, de la stabilité des agrégats par exemple, des indicateurs plutôt chimiques relatifs au cycle des nutriments, à la disponibilité en nutriments ou à la fertilité des sols, ou des indicateurs plutôt biologiques
donc impliqués dans le bouclage du cycle des nutriments, de la préservation de la biodiversité, etc. Et quand on combine un peu tous ces indicateurs, on peut essayer d'estimer comment fonctionne le sol, en quelle santé, quel est l'état de santé des sols. Et donc, on a mis en place une expérimentation en conditions semi-contrôlées en s'inspirant des systèmes agroforestiers tropicaux qui sont multi-étagés. Donc, l'idée, c'est de reproduire à une petite échelle un système multistratifié et de pouvoir acquérir des données assez rapidement. Et donc, on se demande sur cette expérimentation-là quel va être l'impact croisé de l'intégration de plantes de service à différentes densités et de leur gestion par la taille sur le développement d'une plante d'intérêt, en l'occurrence le poirier, et de voir comment est-ce que ça va pouvoir influencer le fonctionnement du sol. Donc, je vais vous présenter rapidement le dispositif expérimental. Donc, on a mis dans des pots cultivés dans des pots des poiriers avec différentes densités de plantes compagnes. Donc, on va avoir des pots avec contrôle dans lesquels on va avoir des poiriers qui seront cultivés seuls. Et ensuite, on va avoir des pots avec des poiriers accompagnés par des plantes de service. Donc, on a 4 espèces de plantes de service, du sureau, de la mélisse, de l'armoise et de la consoude, qui vont être plantées à plus ou moins haute densité, donc soit un exemplaire de chaque espèce, soit 2 exemplaires de chaque espèce. Et ensuite, on va appliquer une gestion différenciée des plantes de service. Donc, on va avoir dans nos modalités avec des plantes de service une partie des pots qui seront, des plantes de service qui ne seront pas gérées, sur lesquelles qu'on va laisser se développer à l'infini, entre guillemets, et d'autres sur lesquelles on va appliquer une gestion. Donc, on entend par gestion la taille et la restitution de biomasse. Et ensuite, dans nos poiriers, sur nos modalités contrôle, on va avoir des poiriers sur lesquels on n'appliquera pas de restitution et des poiriers sur lesquels on restituera l'équivalent de la matière qui aura été produite dans les densités 1 ou 2. Et donc, en image, voilà, ça donne à peu près ça. Et on a donc un total de 6 répétitions par modalité, ce qui nous fait 42 pots. Et les plantes compagnes, elles ont été choisies parce que ce sont des plantes qui sont pérennes, qui ont une croissance rapide, donc qui vont pouvoir s'implanter assez rapidement après la mise en place de l'expérimentation, qui ont un fort potentiel de production de biomasse et qui sont tolérantes à la taille. Et donc, rapidement, comment est-ce qu'on fait la gestion? Donc là, on a une image de avant-après gestion. Donc, on taille à peu près les 2 tiers de la biomasse aérienne. On pèse ce qu'on prélève par pot. On hache tout toute cette matière en fragments. On homogénéise pour restituer à peu près la même chose sur nos pots. Et ensuite, on constitue la biomasse en surface du sol. Et on attend ensuite 3 semaines. On revient dans la serre et on prélève du sol qu'on va ensuite analyser au laboratoire. Donc, si maintenant je vous présente les premiers résultats qu'on a obtenus sur cette expérimentation-là. Donc, c'est une expérimentation sur laquelle on a 2 années de suivi qui avait été mise en place en mars 2024. Donc, sur la biomasse qui a été produite dans les pots, donc à gauche, on a l'année 2024 et à droite, l'année 2025. Donc, en 2024, on avait davantage de production de biomasse dans les pots quand les plantes de service étaient à haute densité. Et par contre, en 2025, on a toujours prélevé davantage de biomasse quand les plantes de service étaient à faible densité, ce qui suggère qu'il y aurait une densité de plantes de service qui serait optimale à avoir une forte production de biomasse et qu'au-delà de ce seuil-là, on pénalise la croissance de l'ensemble des plantes est pénalisée. Quelque chose d'important à noter, c'est qu'on a une forte dominance des armoises dans la production de biomasse. Voilà, ils ont eu tendance à prendre le dessus sur les autres plantes quand même.
donc à être la principale source de restitution de matière. Ensuite, en ce qui concerne la croissance des poiriers, donc on a évalué la croissance des poiriers au cours du temps. Donc sur le graphique là, on a le cumul de croissance de l'aire de la section transversale du tronc au cours du temps. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une phase d'installation en 2024, qu'on n'a pas eu de croissance pendant l'hiver et qu'on a eu une très forte croissance sur l'ensemble des modalités en 2025. La croissance, elle a commencé à ralentir en été, probablement à cause du stress, et on n'a pas eu beaucoup de reprises de croissance en fin de saison. Et ensuite, si on regarde donc, la vitesse de croissance globale, donc entre le début de l'expérimentation jusqu'à septembre de cette année, ce qu'on observe, c'est que la restitution de biomasse sur les modalités contrôle, elle a permis de stimuler la croissance de nos arbres, donc avec une croissance qui est significativement plus importante quand on restitue de la biomasse par rapport aux poiriers qui poussent seuls. On a aussi constaté que quand on ne gère absolument pas les plantes de service, la croissance des poiriers elle est significativement pénalisée par rapport à des poiriers qui poussent seuls. Et quand on applique une gestion, donc quand les plantes de service elles sont à faible densité, on arrive à compenser la présence des plantes de service en retrouvant un niveau de croissance qui est similaire au contrôle. Par contre, quand on a une densité élevée de plantes de service, on a une croissance qui est quand même un peu plus faible que quand les poiriers sont seuls. Mais par contre, la gestion permet significativement d'augmenter par rapport à quand on n'a pas de gestion, on est quand même à une croissance qui est plus élevée pour les poiriers en gérant les plantes de service. Donc, ce qu'on peut conclure là-dessus, c'est que la présence des plantes de service, elle va vraiment pénaliser le développement des poiriers, mais que leur gestion va contribuer à diminuer la pression de compétition, particulièrement quand on a une faible densité de plantes de service. Ensuite, si on regarde au niveau du fonctionnement du sol, donc là, on a regardé plusieurs indicateurs chimiques et biologiques du sol à plusieurs dates. Donc là, j'ai synthétisé les résultats qu'on a obtenus au mois de septembre sur un graphique en radar. Donc les données sont normalisées, c'est vraiment juste pour pouvoir comparer les modalités les unes aux autres, indicateur par indicateur. Et donc ce qu'on constate, c'est que la restitution de matière organique seule, ça n'a pas vraiment eu d'impact ni sur l'activité biologique ni sur la disponibilité en nutriments par rapport au contrôle. Par contre, que la présence de plantes de service, elle a eu tendance à stimuler l'activité biologique et à pénaliser, à diminuer la disponibilité en nutriments, particulièrement en ce qui concerne les nitrates. On n'a pas vraiment eu observé d'effet de la densité de plantes de service sur l'activité biologique ou sur la disponibilité en nutriments. Et par contre, la gestion des plantes de service, elle a eu un effet plutôt positif sur l'activité biologique. Si on regarde la glucosidase, la phosphatase ou la FDA, plutôt négative quand on regarde l'uréase, et pas vraiment d'effet sur la disponibilité en nutriments. Juste pour un peu le code couleur, donc ce que vous avez en bas à gauche. Donc quand c'est D0, ça veut dire qu'il n'y a pas de plante de service. D1, il y en a à densité 1 et D2 à densité 2. Et le R0, etc., ça c'est est-ce qu'il y a une restitution ou pas. Donc voilà, c'est juste peut-être pour clarifier le graphique. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Donc la présence des plantes de campagne, ça semble quand même améliorer l'activité biologique. Mais l'effet de la gestion, il est un peu dépendant de l'enzyme qu'on regarde. Et on a vraiment un effet très fort de la présence des plantes de service sur la disponibilité en nitrates. Donc, peut-être lié à de la compétition.
Ça peut aussi être associé à un risque de lixiviation qui serait moins important. Donc, voilà, on n'a pas, enfin, il faudrait qu'on aille un peu plus loin sur l'interprétation, mais c'est les premiers résultats qu'on a obtenus. Et ensuite, on avait fait, au mois de juin, on avait prélevé des feuilles de poirier. Donc là, c'est le même type de représentation avec donc les minéraux foliaires des poiriers. Donc, on obtient quelque chose un peu similaire de ce qu'on avait tout à l'heure, c'est que les modalités, elles vont se comporter par groupe en fonction de la gestion qui a été appliquée. Ce qu'on constate, c'est qu'on a tendance à avoir plus de minéraux dans les feuilles des poiriers quand ils sont accompagnés de plantes de service, sauf pour l'azote. Dans ce cas-là, c'est vraiment sur les modalités contrôle qu'on a davantage d'azote dans les feuilles. Et donc ça a été, donc cette très forte teneur en azote foliaire dans les témoins, elle a été associée à une très forte croissance des arbres. Et cette forte croissance des arbres, on a observé qu'ils avaient eu tendance à avoir une pousse qui était, enfin, qu'on a qualifiée de moins équilibrée, mais qu'on n'a pas vraiment encore pu caractériser, mais des poiriers qui avaient tendance à pousser un peu de travers, comme si la limite de flexibilité du bois avait été atteinte. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait un peu mieux caractériser, mais c'est voilà, les premières observations qu'on a eues qui sont un peu plus qualitatives. Donc voilà, donc si on conclut maintenant sur ce qu'on a obtenu comme résultat, on a des tendances qui sont dégagées, même si on n'a pas toujours eu des différences significatives au niveau statistique. Et si on reprend un peu point par point en comparant par rapport aux témoins sans plantes de service, donc on a une croissance des poiriers qui est stimulée par la restitution, qui est vraiment très pénalisée quand les plantes de service ne sont pas gérées et qu'on arrive à compenser par la gestion appliquée. Au niveau de la production de biomasse, on a eu davantage de biomasse qui a été produite quand les plantes de service étaient à faible densité par rapport à forte densité. Pour l'activité biologique, on a d'effet de la restitution. Par contre, la présence des plantes de service, elle a quand même une tendance à augmenter l'activité biologique qu'on a mesurée. Et sur la disponibilité en nutriments, on a des effets qui sont plus ou moins positifs ou négatifs en fonction de la gestion qu'on a appliquée. Plutôt négatif quand on n'a pas de gestion, positif à négatif avec de la gestion et pas d'effet de la gestion sur la disponibilité des nutriments. Et donc ça, la première conclusion, ce serait que un système dans lequel on implanterait des plants de campagne avec une densité faible et sur lesquels on appliquerait une gestion, ça serait une configuration de système agroforestier qui semblerait être plutôt favorable à stimuler l'activité biologique, tout en permettant d'avoir une croissance des poiriers, du fruitier qui soit correcte et équilibrée. Et voilà pour le mésocause. On va finir bientôt, François. On va pas exploser le temps pour qu'il y ait aussi du temps pour les questions. On a plus grand chose à présenter. Juste voilà, on est conscient que cette expérimentation elle est dans un pot, donc il y a plein de limites qui sont associées à ça. On peut pas forcément l'extrapoler à d'autres systèmes, etc. Notamment justement les effets de compétition, ils sont quand même, c'est quand même quelque chose de renforcé dans un système de pot qui est quand même très confiné. Donc, vous avez compris qu'il y a un focus assez fort sur les sols dans ce projet. Donc, on va un peu creuser cette question au sens propre du terme, notamment donc sur le verger de Restinclière dont j'ai parlé au début de la présentation, qui donc présente la particularité d'avoir été conçu avec des pommiers qui sont agroforestiers, donc vraiment entre les noyers. D'autres pommiers qui sont agroforestiers moyennement, on va dire, ils sont implantés entre deux lignes de noyers qui sont espacés de 13 mètres. Et enfin, des pommiers qu'on qualifie de contrôle qui sont en dehors de la zone vraiment d'influence du noyer. Et donc, ce qu'on va faire, nous, ce qu'on va faire au printemps prochain, ça va être de faire de la cartographie racinaire, donc en partenariat avec l'unité Éco et Sol,
où on va donc creuser des fosses pédologiques et aller voir dans des zones du sol la densité et la directionnalité des racines pour avoir une idée de la répartition des systèmes racinaires des pommiers et des noyers dans un tel système agroforestier. Et on va prélever des échantillons de racines et faire des tests de mycorhisation et de taxonomie moléculaire de la racine avec l'UMR agroécologie. Donc ça, c'est à venir bientôt. La prochaine fois que vous entendrez parler de ce projet, on aura peut-être des premiers résultats sur ça. Et une autre chose dont je vous parle brièvement, c'est là j'ai fait quelques petites expériences préliminaires sur le même système agroforestier à Restinclière, des petites mesures de l'activité de la photosynthèse, parce qu'une question importante qu'on se pose, c'est au-delà des interactions racinaires, c'est quand même aussi celle de l'accès à la lumière. Alors, sur ce site de Restinclière, le site GAFAM, Pierre-Éric Laurie donc, a fait beaucoup de recherches sur la question de l'architecture des pommiers, qui est en lien avec la quantité de lumière qu'ils reçoivent. Et donc, nous on aimerait essayer d'apporter un éclairage complémentaire, qui est celui du métabolisme de la photosynthèse. Donc, moi, j'ai commencé à balader mon petit spectrofluorimètre là-bas. On observe quelques petites différences dont je ne vais pas trop parler, mais sur la quantité relative de chlorophylle et aussi sur la saturation de la photosynthèse vis-à-vis de l'intensité lumineuse. Et ce qui nous a intéressé, c'est que ce qu'on observe est inverse en fonction de si on arrive au printemps ou en plein été. Et en fait, pour le dire simplement, la photosynthèse des arbres agroforestiers était plutôt stable entre ces deux saisons, alors que celle du contrôle était très importante en conditions printanières et c'est un peu effondré en conditions estivales. Et ce qu'on va faire l'an prochain aussi, c'est que justement le partenariat dont je vous parlais, on va travailler avec le centre de recherche de l'ULIF en Allemagne, qui a développé beaucoup d'expertise et d'instrumentation sur l'étude de la photosynthèse. Et donc on va aller balader leurs instruments et utiliser leur expertise pour étudier la photosynthèse dans les pommiers agroforestiers et comparer ça avec des pommiers agrivoltaïques sur le site de la Pugère. Voilà, avec aussi une participation dans une expérimentation en macrocosme sur poire qui mime le climat du futur. Voilà, et j'en ai fini avec ça. Je vous dis juste que on essaie de parler de ce projet parce qu'il nous tient beaucoup à cœur et qu'on adore recevoir des retours. Donc on espère que c'est ce que vous allez faire dans quelques minutes. Et du coup, on a présenté un peu au salon Tech & Bio en septembre. Et je fais un peu de la pub. On co-organise avec un bureau d'études en permaculture qui s'appelle les Alvéoles, qui est basé dans la Drôme, qui sont des copains. On co-organise le Festival du Jardin Forêt la semaine prochaine. Et ça sera partiellement en présentiel. Donc vous pouvez venir sur place dans la petite commune de Oust-sur-Cy. Et ce sera aussi retransmis en ligne. En fait, ce festival, il se faisait habituellement uniquement en ligne. Et là, pour la première fois, on fait une édition en présentiel, avec donc en particulier une table ronde sur la conception dont je vous ai parlé, mais avec plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller voir le programme de ce festival et à venir nous voir et discuter avec nous si vous en avez l'occasion. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, on s'arrête là et on est preneur de vos questions ou de vos remarques. Merci, Stéphane et Martin. Alors, je vais peut-être arrêter l'enregistrement ici pour le temps d'échange.